Salut à tous, bienvenue dans le Breaking News du vendredi, je suis Geoffrey et je vais encore une fois vous parler de la fin du monde. On va commencer par les grosses news de cette fin de semaine, c'est les sorties décalées de plein de gros films, le prochain James Bond Mourir peut attendre, SOS Fantôme l'héritage, Morbius, le film de super-héros avec Jared Leto, et Uncharted, le film adapté du jeu vidéo avec Tom Holland dans le rôle de Nathan Drake. Ces films, on s'attendait tous à ce qu'ils soient décalés. C'est intéressant de noter que Sony a aussi revendu le film d'animation Déconnecté à Netflix pour plus de 100 millions. Bref, ces derniers jours, a priori, Sony a fait une petite réunion, un petit point sur le calendrier, leur prochain gros film, les gros problèmes qu'il y a dans le monde, et se sont dit « Ok, revoyons nos plans ». Ils ont tout décalé dans les prochains mois jusqu'à début 2022. Ça montre bien à quel point l'horizon est plus que bouché et que personne n'y croit. C'est assez intéressant parce que le studio Sony, c'est celui qui avait notamment taclé Warner Bros. Quand ils avaient décidé de sortir en pleine milieu de pandémie, Tenet, en disant que c'était suicidaire et kamikaze de sortir un film aussi cher dans ce contexte. Là, on voit clairement qu'ils se rendent compte que c'est le cas. En tout cas, c'est pas très rassurant pour l'avenir. Pourquoi on en arrive là, au-delà de toutes les histoires de confinement, couvre-feu, de bordel à travers le monde, c'est que tout simplement, d'un point de vue business, sortir un film, un blockbuster aujourd'hui, c'est pas possible. On peut par exemple parler de Wonder Woman 1984. Ce film-là est sorti fin décembre, notamment en SVOD aux États-Unis, mais on va parler surtout de sa carrière au box-office, donc dans les salles de cinéma, dans les pays où il est sorti, c'est-à-dire pas la France. Et le film en est aujourd'hui à environ 150 millions au box-office mondial. Pour un film qui en a coûté plus de 200, c'est clairement pas un bon signal. On peut se souvenir que Tenet, il avait fini sa carrière à environ 360 et quelques millions au box-office mondial et que c'était déjà considéré comme un flop plus ou moins énorme. On peut aussi citer le film d'action Monster Hunter avec Milla Jovovich, adapté du jeu vidéo, qui est sorti dans pas mal de territoires, notamment les États-Unis et la Chine en décembre, et qui aujourd'hui en est à 20 millions. C'est un crash total, et on voit pourquoi aujourd'hui, tout simplement, sortir un blockbuster, un film à grand spectacle au cinéma, c'est totalement impossible. Pour les films SOS Fantôme l'héritage, Morbius et Uncharted, c'est pas très grave dans le sens où ces films, ils n'existent pas encore vraiment dans l'esprit des gens. C'est encore assez lointain. Par exemple, Uncharted, il n'y a eu que quelques photos de tournage, quelques photos promo, il n'y a pas de bande-annonce. Vraiment, c'est un film qui est très lointain. Morbius, il y a eu une bande-annonce, SOS Fantôme aussi. Donc on est vraiment dans des films qui ont à peine commencé leur promo. La vraie question, c'est James Bond. Mourir peut attendre, il devait sortir en avril 2020, donc c'était il y a un long moment. Il va sortir fin 2021, c'est-à-dire 1 an et demi après sa sortie initiale. On peut voir à quel point ça pose beaucoup de problèmes. Le premier, c'est le problème financier. Il y a beaucoup d'argent qui a déjà été mis dans le marketing, il y a beaucoup d'argent qui a été dépensé dans des accords, dans les partenariats, avec des montres, avec des fringues, avec des godasses. Tout ça, c'est de l'argent qui a déjà été injecté. Il a été dépensé, tout ça, ça a été lancé et c'était censé créer une excitation, un effet d'attente pour le public, sauf qu'en fait, le film n'est pas sorti. C'est-à-dire que l'argent a été dépensé, en gros, pour rien. Le film, quand il va sortir enfin, peut-être à la fin d'année, il va falloir redoubler d'efforts, remettre de l'argent dans la machine pour que les gens se souviennent qu'il existe et en plus redoubler d'efforts pour que les gens se disent « Ok, je l'attends depuis un moment, mais maintenant, il faut encore que je me dise que je dois l'attendre vraiment. » Que c'est encore un événement. Un blockbuster, c'est censé être un événement. Mais quand le film, ça fait 6, 8, 18 mois qu'on l'attend et qu'on en entend parler, il y a un peu l'impression, la peur, que l'effet d'excitation, de curiosité, ils sont un peu passés. Et on peut se dire qu'après avoir lancé puis arrêté la promo plusieurs fois, James Bond, il est un peu maintenant à la croisée des chemins, un peu entre le studio, le distributeur doit sûrement se dire, est-ce qu'on dépense encore énormément d'argent pour donner des chances au film et qu'il soit rentable, ou est-ce qu'on fait un petit peu dans la prudence et la sécurité en mettant pas trop d'argent, parce que clairement, plus on met d'argent évidemment dans le marketing, dans la promo, et plus il faudra que le film il marche en salle pour que ce soit rentable. Après, on peut se dire qu'évidemment, quand les salles vont rouvrir, on ira voir n'importe quoi, même les Tuches 4, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de mystères, beaucoup d'effets de surprises potentiellement négatifs qui est là à l'horizon. Bref, c'est pour ça que James Bond, c'est une équation de plus en plus compliquée. Après, qu'est-ce qui reste dans les prochains mois avec tous ces films qui sont décalés, puisque maintenant ça commence un peu à être désert, les prochains mois, en tout cas du côté blockbuster, encore une fois, il reste Godzilla vs Kong, il reste Black Widow, il reste le prochain Kingsman, il y a aussi Fast and Furious 9, tout ça c'est programmé entre mars et mai en théorie. Parce qu'il y a déjà des rumeurs selon lesquelles, par exemple, Fast and Furious 9 va être décalé. On peut se dire qu'a priori, c'est ce qui va arriver. Vu le bordel dans le monde, c'est quand même compliqué de se dire qu'un studio va oser tenter de sortir un film comme ça, avec autant d'enjeux quand ça coûte 100, 200, 300 millions à faire et à vendre. En plus, il y a un petit indice qui a été donné par le planning, le line-up du studio Fox, donc qui maintenant appartient à Disney, et qui ont décalé des films pour les caler à partir de juillet, des films qui jusque-là n'avaient pas de date. Est-ce que ça veut dire que rien ne sera possible avant juillet? C'est la question à 1000 points des prochains mois.
Le prochain sujet, c'est Resident Evil 8. Resident Evil 8 qui s'appelle Village, ou Village, si j'étais anglophone. Ce film, il y a beaucoup de films et de séries, mais là on va parler du jeu. Capcom a relancé la promotion avec les 25 ans de la saga. Ils ont fait une soirée où ils ont annoncé une date de sortie, avec une bande-annonce, avec pas mal d'infos, avec une démo qui a été lâchée pour la PS5. Alors on va revenir un peu sur ce qu'est ce projet, ce Resident Evil 8, qui est donc la suite directe de Resident Evil 7. Et je le dis parce que c'est pas forcément évident dans une saga comme ça. On reprend donc le personnage de Ethan Winters qui était au centre de Resident Evil 7. Il est maintenant avec sa femme, Mia, ils ont un enfant et a priori tout va relativement bien après le cauchemar de Resident Evil 7. Sauf que Chris Redfield, qui est donc un personnage phare de la saga Resident Evil et qui était à la fin de Resident Evil 7, revient les voir et en gros, leur gamin à Mia et Ethan est kidnappé par une secte chelou ou des gens bizarres en tout cas en Europe de l'Est, et Ethan va aller dans ce village étrange, Resident Evil Village, pour trouver son gamin. La nouvelle bande-annonce, elle remise encore sur l'atmosphère qu'on avait vu dans les précédents trucs de promo. C'est donc un village enneigé, clairement pas chaleureux, il fait froid, le ciel est gris, il y a des gens bizarres, il y a des vieilles dames dans les rues, et des aristos bizarres dans un château. Ça, la bande-annonce remet vachement l'accent dessus. Elle présente quand même de nouveaux éléments, mais sur cette ambiance, déjà, c'est marrant de se dire qu'on est de plus en plus sur quelque chose qui est à la croisée entre Resident Evil 4 et Resident Evil Code Veronica. Côté Resident Evil 4, c'était Léon qui était dans un village d'Europe ou en Espagne, un village, une communauté isolée avec une histoire de religion, de foi, de secte, tout ça on le retrouve dans Village. Et en plus d'ailleurs on nous a annoncé que le personnage du marchand, donc ces gens qui traînent dans les rues et qui nous vendent des trucs en tant que joueurs, allait revenir dans ce Resident Evil 8. Du côté Code Veronica, c'est marrant parce qu'on retrouve un petit peu cette idée de château avec des aristos complètement tarés. Et là, c'est notamment une vieille, enfin pas une vieille dame, une grande dame avec un chapeau qui visiblement serait une vampire, avec des filles vampires, et cette femme, cette antagoniste, qui est assez impressionnante et charismatique, est au centre de la bande-annonce, et franchement, elle a l'air assez cool. On voit qu'elle est clairement placée comme le personnage à la fois intriguant, flippant, qui a un look très amusant, très inattendu dans un jeu comme ça. Il y a un côté old school qui est mis en avant comme dans Resident Evil 7 avec le côté vraiment redneck, massacre à la tronçonneuse. Là, c'est un petit peu une grande dame à chapeau qui a l'air assez chic, mais qui clairement a l'air complètement tarée. L'accent sur le fantastique est encore mis avec des filles de cette dame qui seraient a priori des vampires capables de se téléporter dans des nuages d'insectes. Il y a quand même beaucoup de nouveautés dans cet épisode. On retrouve pourtant, c'est pour ça que je suis un peu entre ça ressemble à Resident Evil et en même temps ça ressemble pas à Resident Evil, et c'est d'ailleurs, je pense, toute la problématique, j'y reviendrai un peu plus tard, mais du côté ce qui ressemble à Resident Evil, on se retrouve dans des ambiances qui rappellent beaucoup le tout premier épisode. On est dans un espèce de grand manoir, il y a un grand hall avec des escaliers, des bougies, il y a une grande table qui rappelle une scène culte du premier jeu, et en même temps il y a beaucoup de choses nouvelles. On est toujours dans la vue à la première personne comme dans Resident Evil 7, il y a certes des catacombes, mais maintenant ils sont hantés par des zombies qui ont des épées. En plus on nous vend beaucoup l'idée qu'il y aura du surnaturel plus avec des vampires, des loups-garous. Il y a des trucs qui volent au-dessus des tours du château à un moment dans la bande-annonce. Bref, on est vraiment face à un épisode qui est encore assez mystérieux, qui vend beaucoup de choses à la fois pour plaire aux fans d'hier et en même temps exciter un peu des joueurs nouveaux. Et vraiment, c'est toute la problématique de Resident Evil pour moi aujourd'hui. Où est-ce qu'en est la saga et pourquoi ça s'appelle encore Resident Evil? Puisque, pour rappel, Resident Evil, c'est quand même une histoire de manoir, d'expériences scientifiques, de Umbrella Corporation, des agents d'élite de STARS qui essayent de stopper des expériences biologiques complètement effrayantes. Ça donne naissance à des monstres dans des laboratoires secrets. Là, on est vraiment dans quelque chose avec du mystique, de la sorcellerie, vraiment du fantastique, du surnaturel. On est un peu loin quand même de l'âme de Resident Evil, alors c'est évidemment logique qu'une saga doit évoluer, doit avancer. Maintenant, ça commence quand même pas mal à ressembler à Silent Hill. On se retrouve avec une histoire d'enfant, une femme qui était un peu cette espèce de fantôme que le héros devait aller chercher dans le premier épisode, enfin dans Resident Evil 7. C'est pour ça que moi je me demande pourquoi ça s'appelle encore Resident Evil. On essaie de nous dire qu'il y a un lien avec Chris Redfield qui est encore là. Il n'y a aucun personnage principal de la saga, même si c'est très superficiel de ramener les héros, mais qui est présent aujourd'hui. Donc on a l'impression que c'est quasiment une saga parallèle, un peu comme Evil Within qui a été lancé, avec un accent mis sur des monstres qui n'ont plus du tout l'air de zombies pour la plupart d'entre eux. Et si maintenant on se retrouve avec des vampires et des loups-garous, maintenant c'est un sacré bordel. En tout cas, comme tout le monde, j'y jouerai. Ça sort le 7 mai, donc je suis super curieux, mais je suis quand même vachement sur mes gardes parce que la saga a évolué entre pure nostalgie en faisant les remakes
plus ou moins intéressant et réussi de Resident Evil 2, Resident Evil 3 Nemesis, et tout en ayant à côté l'envie d'avancer avec Resident Evil 7 et Resident Evil 8, qui est une suite directe du 7, et c'est assez spécial pour le noter. Bref, il y a quand même deux directions qui sont prises dans la saga. Je sais pas laquelle me plaît le plus, mais dans tous les cas, c'est sûr que Capcom continue à exciter et intéresser parce qu'il n'y a pas tant de jeux d'horreur qui existent, et voilà, j'ai beau me plaindre, je jouerai à ce jeu-là évidemment avec grande curiosité. Le troisième et dernier sujet, c'est Netflix, qui encore une fois montre à quel point il a une importance et une puissance absolument incroyable. Netflix a passé la barre de 200 millions d'abonnés dans le monde, c'était inéluctable, on le savait, et ce qui est intéressant, c'est que ça en fait toujours le leader du streaming, de la guerre du streaming, mais ils ont désigné eux-mêmes Disney+ comme leur adversaire. Disney+, c'est le service donc du studio de Mickey qui a été lancé fin 2019 et qui est déjà à plus de 86 millions d'abonnés, ce qui en fait quand même un gros phénomène. Netflix a officiellement célébré et salué les efforts de Disney en taclant un petit peu le studio au passage. Netflix a donc dit « Ce qu'a accompli Disney est très impressionnant, c'est un incroyable pivot, surtout pour une telle structure en place, donc c'est super. » Et cela montre que les abonnés sont intéressés et sont prêts à payer plus pour plus de contenu parce qu'ils ont faim de grandes histoires. Cela nous gonfle à bloc pour agrandir notre clientèle, pour augmenter le budget de nos contenus, et il est bon pour le monde que Disney et Netflix soient en compétition série par série, film par film. Nous sommes vraiment motivés pour les rattraper sur le terrain de l'animation familiale et maintenir notre avance sur le divertissement de manière globale. Alors là, ça amène un autre point important dans la guerre du streaming, c'est la communication. Quand un film sort au cinéma, on a toutes les informations, le box-office il est ouvert, on ne peut pas le cacher, un studio ne peut pas cacher si un film se plante au démarrage et que c'est un échec et une honte pour eux. Le streaming, c'est une toute autre histoire. Disney, HBO Max, Netflix, ils peuvent, et d'ailleurs le font très bien, cachent les chiffres. Donc par exemple, quand un film marche, on le sait, à coup de tweets et d'auto-célébration de « ceci est un record, ceci est un record », et quand ça ne marche pas, ils n'en parlent pas, donc ça donne un peu l'impression que en fait, leur image de marque leur appartient quasiment totalement, et c'est quelque chose d'assez important, contrairement, encore une fois, au cinéma et au box-office. C'est pour ça que c'est assez amusant de voir maintenant les adversaires se commenter entre eux et participer vraiment pleinement à cette communication, à ce marketing plus ou moins ridicule. L'autre truc intéressant, c'est que dans cette communication, Netflix n'a pas manqué de marquer les différences avec Disney+. Ils ont notamment cité la série La Chronique des Bridgerton, qui est un carton phénoménal sur Netflix depuis quelques semaines. Et c'était pas pour dire que bravo Disney, c'était pour dire Disney, vous ne pourriez pas faire ça. En gros, Disney, c'est pour les enfants, c'est un truc très family friendly, très gentil et doux. Et Netflix peut faire autre chose. Ils font aussi des trucs niais, hein, mais il y a aussi des choses qui leur permettent de se démarquer et de dire au public, si vous voulez un panel et une variété de choses, contrairement à Disney, venez chez nous. Enfin, le dernier truc qui a permis à Netflix vraiment de crier joie, c'est de montrer, de rappeler à quel point la pandémie a servi leur puissance et leur place sur le marché. Alors évidemment, à un niveau très simple qu'on peut tous voir chez nous, c'est que pendant la pandémie, sans salle de cinéma, sans théâtre, il y avait une tendance évidente et naturelle à regarder plus de trucs en streaming, sur Netflix notamment, parce qu'il fallait bien s'occuper et noyer son chagrin. L'autre truc, c'est que Netflix a récupéré et racheté plein de films que les studios avaient en stock et ne pouvaient plus sortir en salle. Et surtout, le dernier truc intéressant, c'est que Netflix voit l'avenir d'un œil plutôt heureux et satisfait parce qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir de plus en plus s'incruster justement dans les salles de cinéma. Pour ça, il faut reparler un petit peu de Warner Bros. Warner Bros. Qui a décidé en 2021 pour affronter la pandémie, de sortir des films simultanément dans les salles de cinéma et sur leur service de SVOD qui s'appelle HBO Max. Pourquoi Netflix a parlé de ça? Parce que pour eux, c'est une aubaine. Ça a permis d'exploser la fenêtre d'exclusivité et d'ouvrir en grand les vannes. C'est une évolution digne d'une révolution qui va leur permettre en gros plus facilement d'exploiter des films simultanément sur Netflix et dans les salles de cinéma, ce qui est à terme leur ambition. En tout cas, ça fait plusieurs fois qu'ils en parlent. Ça montre à quel point la pandémie peut avoir des conséquences énormes et on peut imaginer que Netflix est vraiment plus que ravi de tout ce qui se passe parce que ça a permis de mettre en avant à quel point le public plébiscitait la SVOD et à quel point ils avaient une marge de manœuvre de plus en plus grande dans ce monde grâce au public et aussi grâce au bordel de la pandémie. On peut imaginer qu'un jour vous aurez un abonnement premium Netflix qui vous permettra de regarder une série chez vous dans votre canapé, en pyjama, mais aussi le lendemain d'aller au cinéma avec votre carte d'abonnement Netflix dans un cinéma Netflix avec des fauteuils rouges comme Netflix. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, en tout cas c'est clairement ce qui se profile à l'horizon, c'est ce que Netflix voudrait. Reste à voir si on est content ou si on pleure déjà dans nos chaumières.
Voilà, c'était la bonne nouvelle de cette fin du monde, du Breaking News du vendredi. Je vous souhaite comme d'habitude un bon week-end. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce qu'il faudrait qu'on change, ce qui vous a intéressé, ce qui vous inquiète surtout. Abonnez-vous à la chaîne, partagez ce contenu avec tout le monde. Souhaitez-nous un bon week-end et bon courage pour tout ce qui se profile devant nous parce qu'il n'y a plus de cinéma, donc on est triste. Mais bon, on fera avec. Sur ce, bon week-end.